Bonjour Jacques Rougerie. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour Monsieur Jacques Rougerie, dont vous êtes connu pour votre fondation et puis pour certains de vos projets, dont Sea Orbiter, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais on va parler effectivement de la hausse du trait de côte enfin de la hausse du niveau de la mer et de la menace du trait de côte. À vos côtés, Arnaud Réau, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte également et vous travaillez ensemble sur des projets justement sur des solutions, puisqu'on est très axé solutions, sur ce qui peut permettre aux villes littorales et aux littoraux de façon globale, ici et partout dans le monde, pour savoir comment se protéger de la hausse du niveau de la mer. Jacques Rougerie, vous avez une fondation et ça fait déjà très longtemps que vous avez essayé d'explorer ce qui se passe sous l'eau, comme on l'a évoqué un petit peu ce matin avec la Fondation de la mer notamment. Mais pour revenir sur le sujet qui nous intéresse cet après-midi, d'ici 2050, 10 milliards de personnes habiteront notre planète et plus de 7 millions seront concernés par la hausse du trait de mer et par la côte qui serait menacée par la hausse du niveau de la mer. Si on parle solutions, vous en avez déjà aujourd'hui des solutions? Oui, enfin, il faut être prudent et modeste. Des solutions, c'est tellement complexe comme sujet. Vu les territoires, tous les continents sont en réalité des îles sur l'océan planétaire. Donc, on vit sur des îles qui sont gigantesques. Mais le trait de côte, c'est des millions de kilomètres. Dans des situations géographiques et géopolitiques, économiques, sociétales et culturelles très complexes à chaque fois. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il ne faut pas rêver. Donc, il faut s'y préparer. Donc, on l'a dit, on l'a redit, que de plus en plus, nos populations, nos cadres de vie sont attirés par ce que représente la mer, puisqu'en 2050, c'est demain, c'est vraiment demain. Et on va être près de 11 milliards d'individus. Et il y a plus de 50% de la population mondiale qui va vivre le long du littoral. Donc, vous faites le calcul. Donc, il faut se pencher sur ce problème qui est crucial, mais pas avec un côté anxiogène. Moi, personnellement, au contraire, il faut entraîner les jeunes à travers le monde en équipe pluridisciplinaire. Et nous sommes architectes, donc on le voit par rapport au cadre de vie, on le voit par rapport à l'urbanisme, le paysage, mais on travaille avec des sociologues, évidemment, des océanographes, et il faut préparer. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé cette fondation à l'Institut de France, avec l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts, sous l'égide donc du prince Albert, donc, qui est le président de cette fondation. Et depuis 15 ans, avec l'UNESCO qui nous accompagne, on essaie d'entraîner les jeunes à travers les universités, à travers le monde, puisqu'on a 150 pays quand même aujourd'hui, donc ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Et là, on voit des progrès extraordinaires à l'heure actuelle de solutions que je pense nous allons voir. Normalement, on devrait voir vos solutions et effectivement, ce qui vous différencie, parce que vous avez chacun, j'allais dire, une spécialité dans la spécialité, on les voit effectivement les images derrière nous, c'est du coup d'avoir une architecture biosourcée, bio-inspirée. Oui, tout à fait. Mais là, par exemple, ce qu'on voit, c'est en Polynésie française, c'est donc les atolls, trouver des solutions à l'échelle de ces atolls, à l'échelle de la population, à l'échelle de ces cadres de vie. Là, ce sont des solutions que nous avons étudiées sur différents atolls, et notamment sur Mopia, où on est parti de la culture de la Polynésie, des Polynésiens, qui sont les vrais peuples de la mer, et de transposer cette culture. Alors eux, c'est le symbole de cette culture, c'est la tortue. Donc, il n'est pas question de faire une tortue, mais leur habitat est très proche, à travers les matériaux traditionnels, de cette religion, enfin de cette forme si vous voulez, par rapport à la tortue. Donc, là, on a essayé de maintenir ces populations dans leur cadre de vie, dans leur lieu ancestral. Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des réfugiés climatiques. Là aussi, on l'a souligné. Plusieurs millions, dizaines de millions. Est-ce qu'il faut ces réfugiés climatiques, on ne va pas les accueillir partout, c'est impossible. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour les laisser sur leurs terres ancestrales qui seront immergées. La technologie, le savoir, le génie humain permet de trouver ces solutions. Donc, il faut le voir avec une passion, avec une audace, bien sûr avec du pragmatisme, une économie, ça va de soi, mais il faut entraîner les jeunes dans cette passion de dire on peut y arriver, on a des solutions. La mer ne monte pas du jour au lendemain, bien sûr il y a des tempêtes et tout, mais c'est quelque chose qui va se faire en 2-3 générations, donc il faut préparer suivant les cadres de vie, suivant les régions, il faut préparer progressivement. Donc,
Moi, je vois, je vous ai dit, il y a 150 pays, on a plus de 12 000 jeunes à travers le monde qui nous présentent des projets, mais extraordinaires, à différentes échelles de temps, justement, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à court terme, à moyen terme, à long terme, suivant les lieux géographiques. Et on travaille justement avec Arnaud, il va en parler sur, oui, parce que avec Arnaud, le Costa Rica. Avec le Costa Rica, mais sa spécialité, si je peux dire les choses comme ça, c'est l'urbanisme de réconciliation, de trouver finalement, on parle de résilience, mais c'est de déjà adapter l'urbanisme. Alors, on continuera la discussion dans quelques instants avec d'autres intervenants sur ce sujet, mais je pense que ça va les intéresser d'écouter votre vision sur cet urbanisme un peu nouveau. Merci. Alors, je remercie Jacques de partager la parole avec moi. Jacques qui est un pionnier sur les questions de la mer, qui a toujours été une référence pour nous. Oui. Et évidemment, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger. On travaille beaucoup avec Jacques sur ces questions-là. L'une des choses incroyables avec Jacques, c'est qu'il est passionné par les jeunes générations. Quand je dis jeunes, c'est pas moi, c'est vraiment celles et ceux qui sont en ce moment à l'école. Sur les questions de réconciliation, ce qui nous semble intéressant, c'est l'UNOC va être incroyable sur ça à Nice. Ça va être de travailler sur les solutions de cette façon dont on va pouvoir intégrer les questions de réaménagement de littoraux. Il y a plusieurs attitudes possibles. Je sais que la table ronde d'après va rentrer plus en détail, mais il y a les solutions évidemment de résistance qui vont nous poser des questions à la fois en termes politiques et économiques de comment on organise cette résistance face à un élément naturel qui est extrêmement puissant. La mer, il n'y a pas plus puissant sur notre planète. Il va y avoir les solutions d'adaptation, comment on fait muter notre urbanisme et notre territoire et nos modes de vie pour pouvoir justement se préparer. Et un des points qui a été d'ailleurs introduit par M. Estrosi en introduction, c'est que certains territoires vont devoir abdiquer finalement face à ces éléments. Et les questions qu'on va devoir se poser aujourd'hui, c'est comment on maintient la mémoire et l'héritage de ces territoires pour pouvoir justement préserver tous ces éléments. Et tout ça, ce qui semble extrêmement important, en tout cas dans les questions qu'on a à se poser aujourd'hui, et dont on discute beaucoup avec Jacques, c'est comment on arrive à effectivement avoir des imaginaires positifs et optimistes pour réinventer tous ces éléments-là. Et donc le travail à la fois qu'on fait sur la fondation, ce qui sera présenté à l'UNOC, sera dans cette optique-là. Peut-être un mot sur le travail avec le Costa Rica, qui est très en avance dans sa vision justement d'être en plein lien avec le climat. Comment est-ce que vous travaillez, Arnaud ? Et peut-être Jacques. On le travaille ensemble. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un travail entre une école d'architecture à Paris et une école d'architecture au Costa Rica. Mais je te laisse. Absolument, qui vont justement vous apporter des solutions concrètes sur différentes échelles de temps dont je parlais. Donc le Costa Rica, il y a 120 étudiants en architecture urbanisme, paysage et océanographie, océanique qui travaillent sur un secteur bien précis, qui est Porto Arena, qui voilà, c'est une ville qui est dans 2100 qui sera complètement immergée. C'est demain 2100. Pardon ? C'est demain 2100. C'est plus que demain. Donc ils le font. Il y a 3 équipes. Enfin, ils se sont répartis en 3 équipes. Et là, il y a l'école d'architecture de Paris-Malaquais, donc qui travaille aussi. Et Arnaud fait la coordination à travers la fondation, puisque c'est la fondation qui porte donc ce travail. Et donc, on vous donnera les résultats de ces 2 zones géographiques qui sont des exemples pour réfléchir sur d'autres zones géographiques. Oui, pardon. Non, l'objectif est que la coordination de l'UNOC se faisant entre la France et le Costa Rica, oui. L'objectif étant d'avoir des visions transversales et complémentaires entre 2 approches territoriales différentes qui, on l'espère, en tout cas, nous amèneront un panel à présenter à l'ensemble des dirigeants qui passeront dans cet événement pour représenter l'ensemble des questions que l'ensemble des littoraux mondiaux se posent actuellement. Et ce qu'on a vu, parce que c'est déjà enclenché, et on a eu encore une réunion vendredi dernier qui était extrêmement prometteuse, je peux vous dire. Ils vont nous étonner. Ces jeunes vont nous étonner. Dès qu'ils sont passionnés, dès qu'ils ont du rêve, mais un rêve pragmatique, il faut avoir du rêve pragmatique. Donc ils sont très pragmatiques, mais ils ont cette passion de dire « mais on peut y arriver ». C'est ça qui est important. Il faut de la passion, de l'audace. Vous dites le rêve pragmatique dans la table ronde qui va suivre et qui va être sur le même thème, mais il y aura aussi des représentants des collectivités. C'est souvent elles aussi qui mettent en place des solutions. Il y a la question du financement, parfois ça coûte cher, on en a un petit peu parlé ce matin. C'est quoi votre approche là-dessus ? Comment on peut aider ?
Non, mais on n'a pas le temps, là, c'est ce qui est dommage, mais c'est évident que c'est un outil qu'on crée par rapport aux collectivités. Il faut d'ailleurs la plateforme Océan Climat qui travaille dans ce sens-là, qui fait un travail fantastique d'approche avec les collectivités. Donc, nous, on est en accompagnement, c'est-à-dire d'apporter, nous, quand on dit nous, c'est les jeunes dont je parle à travers le monde dans cette fondation, qui proposent des solutions, mais qui ont besoin justement d'être aussi concret, c'est-à-dire de savoir quels sont les besoins de la collectivité, comment aborder les problèmes par rapport à la collectivité. Donc, c'est le rôle de la plateforme Océan Climat. Vous nous dites rapidement un petit mot sur Sea Orbiter. Alors, Sea Orbiter, on n'a pas d'image à vous montrer, c'est dommage, mais c'est vrai que c'est un très gros bateau. Je pense le vaisseau que nous avons vu tout à l'heure, bon, qui est un vaisseau d'une nouvelle génération, d'exploration des océans, comme on voit Sea Orbiter, comme Tara, la plateforme qu'ils sont en train de développer, qui est un projet extraordinaire des pôles. Voilà, donc il faut des vaisseaux d'une nouvelle génération et surtout de l'exploration du monde sous-marin, c'est-à-dire la permanence des hommes et des femmes sous la mer sur de longues durées, vivent dans des zones en saturation qui leur permettent de sortir directement. Moi, j'ai eu la chance, et le directeur scientifique Ariel Pouche, qui est ici dans la salle, peut vous le dire, on a vécu dans des maisons sous-marines. C'est autrement, c'est comme Thomas Pesquet, quand il voit la Terre vue de l'espace. Absolument. Vous avez un autre regard, une autre philosophie par rapport à la Terre, par rapport à tous ces grands enjeux, la fragilité de la Terre. Quand vous avez la chance de vivre sous la mer, dans une maison sous la mer pendant une semaine, 15 jours, et voire un mois, comme je l'ai fait plusieurs fois avec Ariel, vous avez un autre regard sur la mer. Donc il faut des engins d'une nouvelle génération comme Sea Orbiter, des plateformes internationales qui permettent à des scientifiques de vivre sur de longues durées sous la mer pour explorer, comprendre et apporter une connaissance sur le côté éducatif. C'est passionnant de vous écouter tous les deux. Le temps nous est compté malheureusement, mais merci beaucoup pour votre témoignage plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation.